Bonjour, je m'appelle Yann April-Boucher, je suis Startup Manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans le monde de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en rencontrant les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. On le sait, créer sa boîte n'est jamais un long fleuve tranquille. C'est d'autant plus vrai dans la tech où les imprévus et les échecs sont courants. Pourtant en France, on a l'impression que la notion d'échec est encore taboue, contrairement à d'autres cultures comme aux USA, où là on n'hésiterait pas à mettre dans son CV qu'on a planté sa boîte. Mais là aussi, il semble que les lignes bougent et que la jeune génération d'entrepreneurs n'a plus vraiment peur de l'échec et n'hésite plus à pivoter et tout tenter. Mais comment réagir face aux imprévus quand on est CEO et que son projet prend l'eau? Et surtout, comment rebondir après avoir coulé son projet? On va en discuter plus en détail avec Jérôme Devos, ex-entrepreneur, fondateur de la startup Asimov. Et on recevra aussi Isabelle Gallo, elle aussi ex-entrepreneur, aujourd'hui partenaire chez Brega. Donc on commence avec toi Jérôme, merci d'être avec nous. Bonjour Yann, c'est un plaisir. Je disais donc que tu as fondé une startup Asimov autour de 2016, j'ai plus la date exacte. Oui c'est ça, c'était juillet 2016. Donc un projet que tu as arrêté aujourd'hui, tu as eu une route un peu sinueuse, c'est pour ça que tu es là. Alors quand je t'ai proposé ce projet, évidemment tu m'as dit que tu aurais préféré venir pour parler d'une success story, mais je trouve ça aussi cool de parler des échecs. Alors, avant de commencer, tu peux nous rappeler un peu ton parcours, nous dire d'où tu viens jusqu'à la création de la boîte. Oui, je suis ingénieur de formation. J'ai fait ma carrière chez des éditeurs de logiciels, une grande partie chez SAP. J'ai également eu un passage chez une licorne américaine qui s'appelle Sprinklr et qui m'a fait un petit peu découvrir les paillettes et tout ce qui attire dans les startups. Chez Sprinklr, j'avais découvert une méthode de vente assez efficace pour obtenir des rendez-vous. Et cette méthode était basée sur l'humain, c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui était responsable d'obtenir des rendez-vous. Et comment elle faisait, cette personne? Elle envoyait des emails ultra personnalisés. C'est exactement le contraire de ce qu'on fait habituellement. Aujourd'hui, on est plutôt sur des modes gros hacking où on va essayer d'envoyer massivement des messages à tout le monde et globalement toujours les mêmes. Son idée et ce qu'elle faisait chez Sprinklr, c'était de vraiment travailler chaque message en fonction de celui qu'elle allait le recevoir. Et ça marchait du feu de Dieu. J'ai décidé de le faire, moi aussi, et je me suis appuyé sur cette méthode pour obtenir des rendez-vous, mais forcément, c'était très chronophage. C'est là que l'intelligence artificielle rentre en jeu. J'ai décidé de créer une intelligence artificielle qui allait faire ça automatiquement. C'est le déclic, à ce moment-là, tu te dis... Tu crées un projet, tu as cette idée-là et tu lances une boîte. Tu as toujours eu cette envie d'entreprendre un projet ou ça a apparu un peu avec le temps? Alors, j'ai toujours eu l'ambition d'être PDG. C'était un souhait, un rêve, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je pense un fantasme aussi de se dire je suis le big boss. L'avantage, c'est que ça permet de voir ce qui est vraiment derrière l'envers du décor lorsqu'on prend les rênes d'une entreprise. Comment ça s'est passé? C'était plutôt une opportunité dans mon cas. C'est-à-dire que on n'a pas continué avec Sprinklr, malgré leur technologie qui était très intéressante. Et lorsque ça s'est arrêté avec Sprinklr, je me suis retrouvé comme tout le monde au chômage en recherche d'emploi. Et pendant ce temps-là, j'avais l'occasion de remettre un peu les cartes à plat. J'ai toujours été chassé. J'étais dans une boîte espagnole pour lesquelles je les aidais à obtenir des rendez-vous et je facturais en fait mon temps et mon service. Et alors, il y avait un souci, c'était justement que ce temps n'était pas multipliable. Et je me suis dit, il faut absolument que je m'équipe et que j'industrialise le process. Je me suis rendu compte qu'il manquait un outil sur le marché. Ça trottait dans la tête en me disant tiens, ce serait pas mal de créer sa boîte, mais je n'osais pas faire le pas. Et j'ai vu une news, je me souviens, je sortais mon chien et j'ai regardé c'était sur l'Apple, il y avait une news, une boîte singapourienne qui avait exactement la même idée, qui venait de lever 1,5 million. Je me suis dit mince alors, ils ont pris mon idée et le million qui va avec. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et je me suis rendu compte que c'était pas exactement ce que je voulais faire. Et je me suis dit mais après tout, pourquoi pas moi? Ok, ça c'est intéressant comme élément déclencheur, parce qu'on essaie un peu d'avoir un peu le déclic entrepreneurial, de savoir un peu à quoi ça ressemble pour nos différents intervenants. Donc on va pas revenir tout de suite sur la techno que tu as développée, du coup on reviendra à ça dans une dernière partie. Du coup je veux bien que tu nous parles un peu du parcours de la boîte. Comment ça se passe? Tu développes ton produit, je sais qu'il y a quelques pivots, il y a des choses qui changent jusqu'à la fin de la boîte où il arrive un moment où tu peux plus continuer. Je veux bien que tu nous fasses un peu la chronologie. Oui, alors c'est 3 ans, donc je vais essayer de les résumer. Le premier point, c'est lorsque j'ai eu cette idée avec mon chien, il fallait développer finalement un premier produit, ce qu'on appelle le MVP dans le jargon, un prototype.
Et là, j'ai fait en même temps ma première erreur. Premièrement, je ne sais plus développer et coder parce que je ne le fais plus depuis des années. Je suis commercial depuis pas mal de temps. Et donc, je décide de sous-traiter ça à une agence. Donc, toutes mes économies, je les mets dans une agence pour sous-traiter un premier prototype. Et ça prend du temps, de l'argent, et ça crée en fait finalement un MVP assez rigide, c'est-à-dire un premier bloc qui va avoir des avantages. Ça va me permettre d'avoir quelque chose à montrer, à vendre. C'est comme ça que je suis entré à l'incubateur de Télécom Paris Tech, soit dit en passant. Mais ça a un inconvénient, c'est que finalement, ça a orienté déjà mon cursus et mon entreprise vers un produit, vers des décisions et vers beaucoup de choses qui sont finalement très contraignantes. Si c'était à refaire, puisque c'est toujours le but lorsqu'on parle des échecs, c'est de savoir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Je pense que c'est ce qu'on m'avait dit, hein, on me le dit, mais après, entre ce qu'on nous dit et ce qu'on fait, c'est différent. La première chose à faire, c'est d'essayer d'avoir une esquisse plus qu'un prototype ou MVP. Peu importe le nom qu'on lui donne, le but, c'est de pouvoir avoir des gens qui testent et qui fassent un retour. Et si derrière, il n'y a aucune technologie, d'ailleurs, si c'est juste du vent, ça va permettre un point qui sera très important, c'est est-ce que des gens le demandent et l'utilisent ou pas. Et ça a été un petit peu mon premier point. C'est-à-dire que j'ai vraiment travaillé dur pour avoir un MVP dont j'étais fier, un vrai petit bébé. Et donc, j'ai réussi. J'étais très content de ce que j'ai obtenu, mais je ne l'avais pas éprouvé du tout sur le marché. J'étais le seul utilisateur. Alors, j'étais un bon utilisateur puisqu'en tant que commercial, j'étais ma propre cible. Mais on est toujours biaisé. Lorsqu'on a un enfant, on le trouve toujours plus beau que les autres. Et ce n'est pas forcément vrai, hélas. Donc du coup, tu as ce premier MVP qui est en effet du coup pas la méthode la plus agile pour continuer à avancer. Là, du coup, tu essayes de le vendre, c'est ça ? Et je réussis, c'est l'avantage, hein, et c'est un petit peu aussi le biais chez les entrepreneurs. Souvent, les entrepreneurs sont passionnés, ils ont un réseau et ils ont la niaque. Ça va leur permettre, dans tous les cas, de vendre, à part dans quelques cas, mais je pense pas, ça va leur permettre de vendre en fait leur projet. Et c'est le premier, c'est finalement pas une erreur, mais c'est le premier point qui va nous mettre peut-être dans une mauvaise position. C'est-à-dire que, comme j'ai réussi à le vendre, je me suis dit, je suis sur la bonne voie. Alors qu'en fait, c'est pas du tout un indicateur. Je suis juste sur la bonne voie d'être capable de vendre quelque chose. Le vrai indicateur, ça va être si on est capable de maintenir une utilisation, un usage, ou renouveler des contrats. Et là, c'est beaucoup plus dur et différent. Et c'est là-dessus où je me suis rendu compte que... qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le produit ou dans le marché d'une façon générale. Parce que du coup, les gens achetaient, commençaient à utiliser le produit et arrêtaient de l'utiliser. Et tu vois, tu n'avais même plus assez de marge de manœuvre pour finalement le faire itérer, ce produit, pour qu'il devienne ce qu'ils attendaient. Voilà, globalement, alors il y avait pas mal de choses sur ce produit, on en parle comme d'une boîte noire. En réalité, c'était un outil qui allait générer des emails. Cette génération de texte, forcément, hein, avec mes petites économies, là où Google n'arrive pas forcément à faire des choses super abouties, je ne pouvais pas créer quelque chose de beaucoup mieux. Donc dans tous les cas, on avait une belle boîte qui montrait des emails aboutis parce qu'il y avait un travail humain derrière. C'est-à-dire que nous, on allait peaufiner derrière les emails. Donc on n'avait pas la possibilité finalement d'être scalable et de dire à tout le monde, tester et de voir qui l'utilisait. On allait se concentrer sur nos premiers clients payants et à eux, on allait travailler les emails. Mais ces clients payants, ils étaient généralement des employés de grandes entreprises. Donc, j'ai réussi à travailler avec Orange, Renault et forcément, ces gens sont ultra sollicités, ont beaucoup d'outils et si les choses ne sont pas idéal tel qu'ils l'imaginent, ils vont pas forcément l'utiliser ou donner la chance d'itérer. C'est quelque chose qui est justement en introduction, tu parlais des Américains et des Français. Globalement, on n'a pas aujourd'hui en France, lorsqu'on travaille avec des boîtes, l'habitude d'itérer lorsqu'on achète un produit. On s'attend à avoir quelque chose qui marche et si ça ne marche pas, on se dit c'est nul et on va passer à quelque chose d'autre. On ne va pas forcément se dire tiens, on va essayer d'améliorer le produit avec l'entrepreneur ou la start-up. Alors on lèvera le voile sur la boîte noire, hein, sur la génération automatique d'emails et comment ça fonctionne dans la dernière partie. Juste pour terminer, nous dire du coup la fin, quand est-ce que tu décides d'arrêter, quand est-ce que tu te dis ça y est, je peux plus continuer, je vais passer à autre chose. Alors, c'est vrai que cette partie-là, c'était finalement que le début, lorsque j'ai eu mes premiers contrats, la partie un petit peu utopique, où on remarque que ça marche. Ensuite, il y a la chute où on voit que les utilisateurs ne reviennent pas régulièrement sur la plateforme. Et c'est pas seulement, je vous ai cité 2 grands groupes, mais j'avais signé une dizaine de contrats et c'était quelque chose
on va dire, de constant. Quelles que soient les améliorations qu'on mettait en place, on avait énormément de mal d'avoir une vraie utilisation de l'outil. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment compris le principe d'itération et d'amener un produit complètement différent. Donc, on est parti sur des choses assez différentes, ce qu'on appelle du scrapping LinkedIn ou de l'automatisation, des outils de gros hacking, beaucoup plus finalement traditionnels, sur un marché qui est beaucoup plus utilisé, mais avec d'autres besoins. Et on trouve à ce moment-là... on a une capacité à itérer, ce qui est quand même plus agréable justement pour essayer d'avancer, mais on a brûlé le cash. À ce moment-là, j'ai la capacité de lever des fonds avec des business angels, mais les montants que je suis capable de lever sont bien inférieurs à ceux dont on a vraiment besoin. Pour se donner un ordre de grandeur, j'avais besoin de 500 000 euros et j'arrive à en obtenir 200 000. Ça paraît pas mal, 200 000, mais finalement, en faisant un point, on est à un endroit où on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va. On commence tout juste à itérer. D'un point de vue souffle, on s'était quand même un petit peu épuisé. J'ai préféré, plutôt que brûler ces 200 000 euros en 6 mois, les rendre à ces investisseurs et repartir sur de nouvelles aventures. Ok, bah écoute, je te remercie. On va passer à la deuxième partie et on se retrouve juste après. Alors, on passe donc à la deuxième partie. Je suis ravi de te recevoir, Isabelle. Bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, je disais au début, ex-entrepreneur, aujourd'hui VC chez Brega. Tu peux nous présenter ton parcours un peu rapidement, voilà, pour nous dire d'où tu viens. Oui, bien sûr. Écoute, j'ai eu un parcours assez classique pour un VC. J'ai fait une école de commerce à l'ESSEC, après quoi j'ai fait du conseil en stratégie pendant près de 4 ans chez Bain, où j'ai surtout fait des sujets private equity, médias, retail. Et suite à ces presque 4 ans chez Bain, j'ai eu envie de monter une aventure entrepreneuriale. Donc je me suis associée avec un de mes amis de Bain, Romain Loyalet, pour monter une boîte. Au départ, c'est un algo qui apprend de tes goûts pour te proposer des choses qui vont te plaire, un peu comme Amazon ou Netflix le font sur leurs thématiques respectives. Nous, on l'a fait sur les adresses, du coup, des adresses de bars, d'hôtels, de restaurants. Avec au départ un business model qui était assez orienté large B. On vendait du contenu à des grands groupes. Mais ça, c'était pas assez récurrent, donc du coup, on est passé plutôt à un modèle small B, bar, restaurant, hôtel, avec une problématique opérationnelle d'aller chercher beaucoup de volume, du coup, pour proposer de la valeur, autant côté utilisateur qui rentrait des adresses que côté hôtel, bar et restaurant qui voulait bien payer pour avoir ce volume. Moi, pour le coup, cette histoire entrepreneuriale, ça a plutôt été un échec personnel. C'était quand d'ailleurs ça? C'était en 2014. Ça a plutôt été un échec opérationnel parce que je pense que j'avais pas toutes les qualités qu'il fallait pour exécuter. Pas la résilience aussi dont on parle tout le temps d'un bon entrepreneur. Là où Romain, par exemple, mon cofondateur, l'avait beaucoup plus. Et à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de sortir des opérations, laisser rentrer quelqu'un sur la partie BizDev à ma place et rejoindre un fonds de VC, donc Brega, que j'ai rejoint du coup en 2017. Fin 2016. Et voilà, et maintenant je suis partenaire de Brega sur le fonds FinTech, InsurTech qu'on a donc depuis 4 ans. Alors, je crois que tu as préparé quelques chiffres pour nous parler un peu de la notion d'échec. Justement, on a souvent en tête qu'une start-up, ça échoue beaucoup, ça se plante beaucoup à la fin, qu'il y en a peu qui réussissent. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui, c'est vrai que pour donner un peu de chiffres, on entend en effet souvent la statistique disant que 90% des start-up échouent. Et que 75% des startups qui sont VC-backed ne retournent jamais d'argent à leurs investisseurs. Donc voilà, et même dans 30% des cas, elles font perdre de l'argent à leurs investisseurs. Donc tout ça est considéré comme des échecs. Mais finalement, je trouve qu'il faut un peu remettre tout ça dans un contexte un peu particulier. Une start-up, c'est pas n'importe quel nouveau business. Il y a un peu 2 caractéristiques principales qui, de fait, la mettent davantage dans un scénario un peu plus risqué que la moyenne. Le premier, c'est la partie innovation. Une start-up, c'est nécessairement une entreprise qui teste des hypothèses,
qui n'ont pas été testés avant. Par exemple, une nouvelle tech, un nouveau produit, un nouveau marché, des nouveaux services. Et finalement, le test, mon marché est-il prêt? Mon marché va-t-il recevoir cette nouvelle proposition de façon positive? C'est de fait un facteur de risque plus important qu'un business un peu plus traditionnel. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la scalabilité. Une start-up, ça a nécessairement le potentiel de croître de façon exponentielle, plutôt que linéaire. Et ça, c'est notamment permis par un certain support technologique qui permet de diminuer les coûts marginaux de façon significative. Et donc, du coup, all in all, une start-up, c'est quand même une expérimentation. C'est un test business qui, du coup, rend davantage encline à échouer. Ou en tout cas à se frotter à un potentiel ou à un marché pour lequel le produit n'est pas prêt. En tout cas, un produit pour lequel le marché n'est pas encore prêt. Et plus la start-up est innovante, finalement, plus elle se met à risque et plus elle risque d'échouer. Et donc, quand on ajoute ces risques-là aux risques déjà intrinsèques de n'importe quel business à se lancer, donc les risques opérationnels, les risques d'équipe, les risques de financiers. De situation sanitaire. Exactement, par exemple. C'est vrai que c'est particulièrement vrai en ce moment. Les chiffres, ces chiffres d'échecs en fait aussi élevés ne sont pas vraiment surprenants. Et en tant que VC, justement, nous, on est là pour prendre ce type de risque à un moment où d'autres types d'investisseurs, notamment des investisseurs plus traditionnels financiers, des banques et des fonds de dette ou du private equity, ne sont pas prêts à prendre ce risque-là. Ouais, donc clairement, votre métier de VC, c'est aussi partager ce risque, clairement. Mais il y a aussi, j'imagine, et dans l'imaginaire commun, une vraie différence de culture, cette notion d'échec, entre ce qu'on vit en France et ce qu'on va pouvoir trouver aux États-Unis, en Israël ou dans d'autres pays où la culture start-up est peut-être présente depuis plus longtemps. Oui, c'est vrai que l'écosystème start-up, il a des maturités un peu différentes selon les pays et la maturité de l'écosystème, c'est sûr. Nous, chez Brega, on investit pas mal à l'international. Donc, du coup, on a pu voir de première main les différences entre les différents écosystèmes. Je trouve qu'en France, depuis 2013, notamment grâce à l'administration Fleur Pellerin sous l'égide de François Hollande et la fameuse loi disant que les entrepreneurs ayant fait faillite, sauf s'il y a évidemment faute de gestion, ne sont plus fichés à la Banque de France. C'est un peu le début en France d'une phase pour décomplexer l'échec en entreprise. Avant cette date, en fait, les chefs d'entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, étaient référencés avec l'indicateur 0,40, je crois. Et cet indicateur, il recensait les dirigeants ayant connu un seul dépôt de bilan au cours des 3 dernières années. Et nécessairement, ça avait un effet stigmatisant qui était très fort, notamment pour tout ce qui est crédit bancaire, par exemple. Et donc, ça décourageait finalement l'entrepreneuriat. Et depuis 5, 6, 7, 8 ans maintenant, on commence à voir l'écosystème français maturer beaucoup. Comprendre que dans un parcours d'entrepreneur, connaître un revers, ça fait partie d'un cursus normal, finalement. Mais contrairement aux US où on organise des talks sur le sujet, où on met beaucoup en valeur les expériences et tout ce qui est la compréhension d'un entrepreneur qui a pu avoir une forme de revers ou d'échec. En France, échouer, ça reste quand même assez difficile. Ouais, c'est assez mal vu en fait. C'est ça. Et depuis, il y a eu quand même beaucoup d'efforts. Il y a des tribunes pour délier les langues. On voit beaucoup d'entrepreneurs s'exprimer sur Medium, par exemple, sur Why I Failed My Startup, pour évoquer toutes les lessons learned, finalement, des échecs. Mais on est encore loin d'en faire quelque chose de valorisant, comme ça peut être le cas dans les pays anglo-saxons, par exemple. Et le résultat, c'est que en tant qu'entrepreneur, quand tu te sens en train d'échouer, finalement, tu ne peux pas en parler. La start-up, c'est beaucoup de paraître. C'est ne jamais montrer que ça ne va pas. Sinon, tu te mets à risque, en fait, de perdre l'intérêt de l'écosystème pour toi, ce qui implique que tu risques de ne plus arriver à attirer les talents,
que tes partenaires se désintéressent de toi, que les financiers ne viennent plus frapper à ta porte pour investir dans ta boîte. Et finalement, même tes amis et ta famille finissent par te demander pourquoi tu t'entêtes. Et c'est pas vraiment un écosystème sain en fait, parce que t'en viens à mentir. Et au-delà de ça, pire encore, tout ce qu'on te raconte quand ça va pas, c'est des histoires de succès qui sont nécessairement passées par des phases de revers ou d'échec. Et on te parle nécessairement de toujours cette notion de résilience. Un entrepreneur, ça doit être résilient. Regarde, tous ceux qui ont réussi, ils sont passés par une phase d'échec. Donc toi, ce que tu es en train de vivre, c'est le creux de la vague. Et donc du coup, il faut que tu t'en sortes pour montrer que tu étais un entrepreneur à succès. Et finalement, tu peux arriver dans un cercle un peu vicieux où tu te poses un peu la question de quand est-ce que tu t'arrêtes ? Quand est-ce que tu arrêtes de t'entêter ? Quand est-ce que tu dis stop ? Et à quel point ça peut ne pas être stigmatisant. Et c'est pour ça que c'est très important, je trouve, d'avoir un environnement qui est bienveillant autour de ça. C'est très important de beaucoup s'entourer. On parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Et c'est vrai, hein, c'est dramatique. Quand tu es un entrepreneur, tu peux pas en parler vraiment à ta famille ou à tes amis parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce que tu vis. Tu ne peux pas en parler à ton équipe quand tu as des doutes parce que tu risques un peu d'effroi, de peur de perdre son propre job quand c'est ton équipe. Tu ne peux pas nécessairement en parler à tous tes investisseurs s'il n'y a pas une forme de confiance. Et du coup, c'est très, très important pour un entrepreneur de trouver des mentors qui n'ont pas de stakes dans l'entreprise, des coachs ou d'autres entrepreneurs. Par exemple, il y a beaucoup d'espaces d'échange d'entrepreneurs comme au Galion, à Station F, qui permettent en fait de serrer les coudes entre entrepreneurs, ce qui est très important. Et pour moi, ce qui est très important aussi, c'est que nous, en tant que VC investisseurs, on soit aussi ce relais de je soutiens l'entrepreneur que j'ai backé au départ dans les phases hautes comme les phases basses et également dans l'échec. Ça ne veut pas dire nécessairement continuer à le funder ou à la funder si le product market fit n'est pas là, par exemple. En revanche, ça veut dire accompagner aussi les entrepreneurs dans leurs échecs et dédramatiser un peu l'expérience. Non, mais cette notion de quand savoir s'arrêter, elle est intéressante. Et aussi, tu parlais de parler de quand ça va pas bien. Et ça, nous, on le ressent aussi beaucoup en tant qu'incubateur. En fait, les entrepreneurs, ils viennent nous voir trop tard, quoi. Et pourtant, ils sont là dans nos bureaux et ils nous parlent pas quand ça va pas, ils nous parlent quand c'est fini. Donc c'est vrai qu'on essaie un peu de les pousser aussi à partager les mauvais moments avec d'autres personnes. Alors si c'est pas nous, c'est comme tu disais des mentors ou d'autres entrepreneurs. Pour terminer, je voudrais peut-être qu'on élargisse un peu la notion d'échec dont on parle. L'échec, on va le visualiser évidemment comme la fin de l'entreprise. Tu parlais de dépôt de bilan, etc. Mais forcément, ça dépend aussi d'autres critères, d'autres visions. Forcément, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Tu en penses quoi de tout ça ? Oui, je pense que d'un point de vue un peu plus philosophique, la notion de succès ou d'échec, elle est finalement très personnelle. Et elle dépend un peu des objectifs que tu t'es fixés au départ dans ton projet. Pour moi, la notion de succès, elle peut inclure des notions comme créer de l'emploi, comme apporter du sens, comme se prouver que tu sais faire des choses, comme apprendre, et pas seulement comme se faire de l'argent. Et si tu regardes uniquement l'objectif financier, il n'y a presque que des perdants, finalement. C'est ça un peu la moralité. Mais finalement, il y a plein d'autres choses qu'on peut voir comme des succès et qui, si on se fixe les bons objectifs dès le départ, ont des chances d'atteindre des succès plutôt de l'ordre de 90, 95, peut-être 100%. Et ça, c'est hyper empowering, en fait, quand tu es capable de savoir que ce que tu es venu chercher, tu l'as eu. Typiquement, apprendre. Je pense qu'aucune personne qui est passée par ce qui peut être qualifié comme un échec dans une start-up, si elle ou il y a passé suffisamment de temps, ne peut pas considérer qu'il a appris quelque chose. Et ça c'est merveilleux, parce que du coup, ça peut donner aussi beaucoup de courage pour soit remonter une autre entreprise, soit aller se former sur les compétences qui nous ont manqué, soit pouvoir coacher également d'autres futurs entrepreneurs sur les choses à éviter. Et il y a plein de bonnes pratiques, plein de tips and tricks qu'il faut savoir, tant sur comment bien fonder son équipe fondatrice, comment trouver au mieux son product market fit et arriver à pivoter, comment bien organiser ses phases de financement pour
pour être sûr de ne pas se mettre dans une position trop risquée et être en bas du mur et pas y arriver. Donc oui, pour moi, si on se fixe les bons objectifs dès le départ, il y a beaucoup, beaucoup plus de succès que l'on ne croit. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup. On parlera un peu justement des grandes leçons, de l'apprentissage qu'on peut faire de tout ça avec Jérôme après. Et puis, voilà, merci encore à toi. Merci. Alors, on est de retour avec Jérôme pour cette dernière partie. Pour terminer ce podcast, je voulais parler avec toi de deux choses. Alors d'abord, lever un peu le voile sur ce que c'était Asimov d'un point de vue techno. On a parlé un peu de génération automatique d'emails, d'intelligence artificielle, on va en discuter un petit peu plus. Et voir avec toi ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as tiré de tout ça, et voilà, peut-être parler un peu du futur. Alors, première question du coup, Asimov, c'était quoi d'un point de vue techno? Qu'est-ce que vous faisiez? Alors Asimov, c'était un outil de génération automatique d'emails. C'était composé de plusieurs briques. Une première brique, c'était d'aller ce qu'on appelle dans le jargon du social listening, c'est-à-dire d'aller récupérer de la donnée sur Internet pour pouvoir trouver de l'actualité. Donc, si je prends contact avec toi, par exemple, je vois que tu enregistres un podcast et je vais t'envoyer un email en disant super, un nouveau podcast qui arrive, ça serait intéressant qu'on discute d'un prochain sujet. C'est beaucoup plus engageant que simplement envoyer un message sans sujet personnalisé. Donc la première brique technologique, c'était ce qu'on appelle aussi du scrapping, où on allait chercher de l'information à travers différentes sources. On s'appuyait sur de l'open data, on s'appuyait sur de la technologie Python, et on avait utilisé un petit Raspberry pour tourner en boucle à l'incubateur. Ça, c'est la première brique. Ensuite, on a une brique qui va générer du texte. Donc là, c'est un algorithme... finalement, on appelait ça de l'intelligence artificielle parce que ça en jette. En réalité, c'était un algorithme assez simple qui va aller récupérer des blocs de texte en faisant du texte à trous et en ajoutant certains métatextes pour pouvoir adapter le texte en fonction des différents accords ou des choses comme ça. Et le dernier élément, ensuite, ça allait être toute l'interface. Donc, on allait utiliser un front qui est en React et on avait un back qui était en Node.js. Aujourd'hui, tu sais s'il y a des gens qui font ce type de techno et qui la vendent sur le marché? Aujourd'hui, il y a très peu de technologies de personnalisation d'email. J'ai regardé, j'avais trouvé un concurrent qui s'appelait Nova.ai, qui avait été créé aux États-Unis et qui était passé par Y Incubator. Je les ai pas retrouvés. Donc, j'ai regardé un petit peu avant de venir. J'étais curieux d'ailleurs de savoir où est-ce qu'ils en étaient eux dans les échecs et les succès. Je parierais sur l'échec, mais j'en suis pas certain. Sinon, il y a énormément d'outils toujours qui existent, mais qui vont permettre aux utilisateurs de créer des campagnes, mais pas forcément d'avoir un texte qui est généré automatiquement. Le dernier élément qu'on a je ne sais pas si vous utilisez Gmail, mais sur Gmail, il y a des suggestions de texte. Donc, c'est très, très différent de ce que moi, là où je voulais aboutir, mais qui est aujourd'hui, avec le machine learning, ce qui est le plus ressemblant de ce que j'espérais un jour faire. Avant d'en venir sur ce que tu fais aujourd'hui, tu vas nous raconter un peu où tu en es. C'est quoi la plus grande leçon que tu as retenue de toute cette aventure? J'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai appris beaucoup sur la confiance, sur le besoin aussi d'être à plusieurs lorsqu'on a une aventure entrepreneuriale. C'est d'ailleurs un des critères des investisseurs, qui est un peu irritant lorsqu'on n'a pas tout de suite trouvé son associé. Mais c'est vrai que ça demande tellement d'énergie que le fait d'être plusieurs permet en fait de se motiver à plusieurs et de justifier en fait ces efforts que l'on donne. C'est toujours plus facile de se dire je continue à travailler parce qu'on est ensemble sur cette aventure, et je pense que ça, lorsqu'on est en difficulté ou lorsque c'est les passages assez durs, le fait de ne pas être tout seul, c'est un point qui est assez critique. Et du coup, tu as rebondi comment après cette aventure? Donc la fin de l'aventure Asimov, c'est quand? Alors, c'était à partir de novembre, globalement, 2019. Et après, il se passe quoi pour toi, du coup? Alors, on avait le choix de continuer. On avait, comme je l'avais mentionné rapidement, on avait un outil ce qu'on appelle de gros hacking, qui allait automatiser la prospection sur LinkedIn. On souhaite le garder comme un petit projet annexe. En réalité, on l'arrêtera quelques mois ensuite pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que lorsqu'on a des crédits Amazon et lorsque les crédits s'arrêtent, Amazon devient très très cher, AWS, et ça devenait plus du tout intéressant.
L'autre point, c'est que lorsqu'on a vraiment quitté l'entreprise, c'est dur de garder ça comme un projet annexe. Notre esprit passe à autre chose. Aujourd'hui, j'ai rejoint une très belle entreprise qui s'appelle Botify, dans ce qui est une Martech. C'est une 120 personnes et j'ai repris mes premiers amours, donc je suis responsable commercial chez eux. Et ça fait quoi alors de repasser au salariat quand on a été, tu disais, PDG, CEO, peu importe comment on l'appelle? C'est au début un choc, je ne le cache pas. Un petit côté frustrant qu'on ne peut pas ne pas ressentir. Et très vite, il y a aussi un confort, le confort du salariat qui revient et une compréhension différente en fait et des dirigeants, le poids qu'ils portent, le poids qu'on ne peut pas porter en tant que salarié, même quel que soit l'investissement en tant que salarié, c'est pas le même type d'investissement. Et donc c'est un équilibre intéressant. Le fait de pouvoir justement, lorsqu'on quitte en tant que commercial, on est toujours connecté. Moi, je suis quelqu'un d'ultra connecté. Si on m'écrit un email à 9h, généralement à 9h10, il est répondu. Mais j'ai pas le même poids que quand j'étais entrepreneur et où je recevais aucun email à 9h, puisque quand on est entrepreneur, finalement, on ne reçoit pas tant que ça. Il y a une certaine... un certain côté agréable de ne plus devoir porter finalement l'ensemble de l'entreprise. Par contre, naturellement, le biais et ce qui est plus dur, c'est qu'on peut avoir, en fonction des différentes frictions liées à une entreprise, on peut avoir une frustration là où on a une excitation lorsqu'on est entrepreneur. Ok, je comprends. Et du coup, ma dernière question, tu relanceras un projet un jour, à ton avis, ou ça te trotte encore dans ta tête? C'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne sais pas. On me propose, c'est assez amusant, c'est que de nombreux entrepreneurs avec qui j'ai travaillé me proposent de rejoindre leur aventure. C'est souvent des aventures qui sont au même stade qu'Asimov, c'est-à-dire risquées. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de reprendre un risque. Je m'occupe et je suis avec mes enfants. J'ai acheté une maison, donc j'ai repris pour quelques années en tout cas une certaine stabilité. Après, l'aventure était quand même très grisante. Sans faire les mêmes erreurs et en ayant la capacité de faire des bons choix au début, je pense que c'est quelque chose que je pourrais reproduire. Oui. Ok, je te remercie. Alors, question bonus, celle qu'on pose à tous nos invités. C'est quoi pour toi la technologie émergente, la technologie du futur qui va un peu tout révolutionner dans notre quotidien? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une technologie que tu trouves un peu borderline, qui te fait un peu peur ou qui est un peu inutile à tes yeux? Alors, je suis très impressionné en fait par ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec le machine learning, donc tout ce qui est deep learning ou les choses comme ça, ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, typiquement ce que je mentionnais sur ce que Google est capable de comprendre. Mes enfants parlent avec Google Home et si au début ils ne se comprenaient pas les deux, aujourd'hui Google Home les comprend beaucoup mieux. Donc c'est impressionnant et parfois ça fait peur sur le côté potentiellement espionnage, forcément, et le côté manipulation ensuite des nouvelles. J'ai vu, et je pense que beaucoup de personnes ont vu ces vidéos où une personne dit des choses qu'elle n'a jamais dites à travers du morphing. C'est très impressionnant, mais c'est vrai que on ne peut plus croire du tout ce que l'on voit. On le savait déjà avec les effets spéciaux, et ça devient accessible à tout le monde, et ça, c'est simplement bon à garder en tête. Je ne veux pas dire que je suis effrayé, mais la technologie doit être surveillée pour pas créer des biais trop importants, que ce soit politique ou que ce soit politiquement. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Merci encore à Isabelle qui est avec nous. Alors, je ne sais pas si cet épisode donnera envie à ceux qui nous écoutent d'entreprendre ou si ça leur fera peur, au contraire. Mais pour moi, c'était une thématique essentielle à traiter lorsqu'on aborde l'entrepreneuriat, et notamment dans la tech. À tel point qu'on recevra sûrement un jour d'autres entrepreneurs qui nous parleront de là où ils ont échoué. Enfin, ce qui est sûr, c'est que l'échec n'est jamais vécu de la même manière en fonction des personnalités de chacun. Moi, par exemple, je le vis assez mal, mais on a vu tellement d'exemples, y compris dans ce podcast, d'entrepreneurs résilients qui pivotent, qui apprennent, qui remettent tout en question et sortent souvent grandis de leur expérience, que je me dis qu'échouer avec panache, ça doit aussi s'apprendre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.